toutes et à tous, ici à Paris, en présentiel ou connectés sur Teams. Bienvenue au Hub des Territoires, l'espace d'échange, de développement et de collaboration de la Banque des Territoires. Je suis Anne-Sophie Incelin, la responsable du Hub. Je suis ravie de vous accueillir ce matin avec Isabelle Bonaujoin, la responsable de l'économie mixte à la direction de l'investissement. Alors pour cette première édition de la Fabrique de l'innovation des EPL que nous organisons avec la Fédération des EPL, nous avons choisi de traiter plus spécifiquement des outils et des retours d'expérience sur l'usage de la donnée au service des politiques d'atténuation et d'adaptation. Alors, cet événement prend part dans une série d'événements qu'on organise ici au Hub avec l'équipe des EPL dans le cadre du réseau Territoire d'économie mixte, innovant et résilient. On a lancé ce réseau en octobre dernier au Hub des Territoires et on organise régulièrement des rendez-vous d'une demi-heure auxquels je vous invite à vous connecter qui permettent de prendre connaissance d'un exemple inspirant sur un temps court. Voilà, c'est très complémentaire avec ce qu'on va faire ce matin. On va prendre un peu plus le temps d'entrer dans les sujets. On a d'ailleurs un atelier qui suit cet événement pour les personnes qui seront en présentiel. Et les personnes qui se sont connectées à distance, qui se sont inscrites pour y participer à distance, pardon. Alors c'est bien la vocation du Hub des Territoires que de permettre les échanges entre les entreprises de l'économie mixte, les collectivités, les entreprises privées, les associations, l'ensemble des partenaires de la Banque des Territoires. On y travaille sur l'ensemble des champs d'intervention de la Banque des Territoires, autant sur la transition écologique que la cohésion sociale. Et on a du contenu qui permet soit de prendre un peu de recul par rapport aux problématiques, comprendre ce qui se joue aujourd'hui sur les territoires, et puis des formats où on est sur des aspects beaucoup plus opérationnels pour avoir des retours d'expérience, comprendre comment certains ont développé des solutions, qu'est-ce qui existe aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut massifier. Et c'est souvent dans ce cadre-là qu'on se retrouve ici sur les EPL avec une entrée très opérationnelle. Si vous n'êtes pas encore inscrit à notre newsletter, je vous invite à le faire. Vous aurez accès à l'ensemble de notre programmation publique. Je voulais vous signaler que nous organisons aussi des cycles d'événements au Hub des Territoires et que nous allons démarrer un cycle sur l'adaptation au changement climatique. Donc on est tout à fait dans le thème qu'on va traiter aujourd'hui. On aura 4 séquences. On démarre au mois de juin. Donc ça fera juin, juillet, septembre et octobre. Voilà. Et on abordera plusieurs champs majeurs et notamment des champs un peu, peut-être avec une approche un peu différente de ce que vous allez voir ce matin, puisqu'on aura au mois de juillet une séquence plus spécifique sur la question assurantielle. Et puis au mois d'octobre, on traitera plus spécifiquement de la gestion des crises. Je voulais aussi vous dire que l'ensemble des événements publics sont enregistrés, font l'objet d'un replay qui est monté, accessible en ligne. Vous avez l'ensemble des informations sur le site de la Banque des Territoires et je crois que Mathieu a prévu de poster les liens dans le chat. Voilà. Sans plus tarder, je laisse la parole à Isabelle pour vous en dire un peu plus sur cette matinée. Merci beaucoup Anne-Sophie, c'est un grand plaisir de vous accueillir ce matin au Hub et j'en profite tout de suite pour remercier toute l'équipe du Hub, c'est toujours un plaisir de travailler avec vous. J'élargis les remerciements à l'équipe de la Fédération des EPL, la CET qui nous accompagne ce matin aussi, notamment dans l'animation de la séquence atelier qui est une innovation, c'est la première fois que dans ce format on va vous proposer à la fois une séquence plénière qui vient de démarrer avec des regards d'experts, des retours d'expérience, et puis dans ce format atelier, des séquences de travail collectif sur des sujets d'innovation pour l'appliquer au rôle des EPL. Donc vraiment un grand merci à toutes les équipes qui ont préparé cette matinée et notamment à Jean-Baptiste Béoutis qui va être le chef d'orchestre de la matinée et qui va animer les tables rondes à suivre. Anne-Sophie l'a dit, c'est un nouveau rendez-vous de ce réseau qui est sur 2 formats, la Fabrique de l'innovation, les rendez-vous de l'innovation, et dans le chat vous devrez retrouver les liens vers les replays si vous souhaitez
les visionner et vous allez trouver aussi dans le chat le rendez-vous, le lien pour l'inscription sur le prochain rendez-vous de l'innovation qui a lieu le 4 juin prochain, toujours au Hub, dans un format entièrement distanciel. Voilà, sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Et on a le grand plaisir, pour introduire nos travaux ce matin, d'échanger avec Nicolas Garnier, qui est délégué général d'Amorce. Le réseau d'Amorce, vous le connaissez, c'est plus de 1000 adhérents, dont les 2/3 de collectivités, pour partager sur la transition énergétique, l'économie circulaire, la gestion de l'eau et des déchets. Donc un grand merci, Monsieur Garnier, d'être avec nous ce matin. Peut-être plusieurs questions pour poser le contexte et introduire nos propos. Selon vous et avec les remontées que vous avez de votre réseau, comment les collectivités aujourd'hui se saisissent-elles de l'adaptation au changement climatique ? Alors, d'abord, merci de m'avoir invité et vraiment désolé de ne pas être avec vous. D'habitude, je suis dans la même salle que vous aujourd'hui pour des contraintes d'agenda. Je n'ai pas pu être avec vous. Je vais essayer de répondre aux différentes questions, mais on sent qu'on est dans une phase de changement de paradigme sur la question du dérèglement climatique. Si on refaisait l'histoire des politiques territoriales en matière de dérèglement climatique, acte 1 des agendas 21 qui frôlent la question climatique dans les début des années 90, 2000 même. Acte 2, les premiers PCAET dans les années 2000 et leur généralisation progressive à partir de 2008 et de la loi Grenelle sur amendement d'Amorce en particulier. Acte 3, les deuxième génération de pactes de PCAET de la fin des années 2010, où on rentre dans une approche beaucoup plus systémique et avec une méthodologie d'évaluation beaucoup plus solide, avec une culture du résultat chiffré qui commence à se mettre en place, alors qu'on était encore dans des objets qu'on essayait de stabiliser. Et puis on rentre dans cet acte supplémentaire qui est l'intégration de l'adaptation. On n'est plus juste dans la lutte, mais on est dans l'adaptation. Et bien entendu, les élus n'ont pas le choix. D'une certaine manière, ils vivent au quotidien ces premiers effets du dérèglement climatique. On va la faire courte parce qu'on a peu de temps, mais entre inondations, îlots de chaleur, impact sur les activités économiques, impact sur les activités agricoles. Je cite souvent cet exemple, je ne crois pas l'avoir cité avec vous, donc je le dis, mais j'ai eu des discussions avec le MEDEF et avec la FNSEA à la suite de la sécheresse de 2023. Et vous savez que c'est des acteurs qui, des fois, sont un peu durs en affaires en matière de négociation environnementale, je vais le dire comme ça. Mais quand le MEDEF vous dit qu'ils ont tous été marqués par les réunions de crise, quand Yves Rocher a été obligé de couper toute sa production dans l'été 2023, un grand fleuron de l'industrie cosmétique française, et quand la FNSEA vous dit qu'ils ont été marqués par les obligations de régulation de l'abreuvage des bétails pendant cette même période, c'est-à-dire l'incapacité qu'on a eue à donner de l'eau aux bêtes, en 2023, vous comprenez bien qu'un élu local, il ne peut pas être insensible à tous ces éléments-là. Il peut l'être aussi de manière beaucoup plus patrimoniale. Comment je vais refroidir un théâtre, un gymnase, etc., etc. Donc, cette évolution, elle a lieu, en fait. Il n'y a pas de débat. Maintenant, ce qui va être compliqué dans cette séquence, et puis j'aurais dû le dire aussi, mais l'État nous y invite, puisque dans son PNAC 3, il a introduit l'idée du track 4 degrés, ce qui est maintenant l'appellation principale. Il va falloir imaginer la vie à plus 4 degrés et voir comment, par des trajectoires, on va pouvoir gérer le plus 4 degrés. Et je le dis maintenant, mais j'y reviendrai probablement à la fin de mon propos. Maintenant, le maître mot, ça va être arbitrage. Arbitrage, c'est-à-dire arbitrer entre la capacité à faire pour lutter contre le dérèglement climatique et arbitrer dans sa capacité à s'adapter au dérèglement climatique et dans une séquence de tensions très fortes, financières, politiques, etc. Ces arbitrages vont être difficiles. Alors, vous l'avez dit, les élus sont sensibilisés, mais finalement, de la stratégie nationale que vous évoquiez à l'évolution des documents d'urbanisme, est-ce que les collectivités, elles sont outillées aujourd'hui pour agir ? C'est peut-être là qu'il y a le plus à faire dans les 2, 3, 4 prochaines années. Il y a des méthodologies qui existent, on commence à voir apparaître des diagnostics de vulnérabilité qui sont quand même costauds dans leur approche globale, mais on a un peu l'impression qu'on vit le même parcours que ce que j'ai dit sur les PCAET. Les premières approches des collectivités sur l'adaptation étaient assez ponctuelles. Gestion des îlots de chaleur, économie d'eau. Je vous invite d'ailleurs à regarder ce qu'on fait aujourd'hui à Amorce avec le concours de la Banque des Territoires sur ce qu'on appelle le défi -10, c'est-à-dire la capacité qu'ont une centaine de collectivités locales aujourd'hui de toute taille à s'engager dans des économies d'eau à hauteur de 10% sur leur patrimoine. Donc elles ont fait des choses ponctuelles.
Mais là, on rentre dans une approche systémique. C'est exactement ce qui s'est passé avec les PCAET ou les PCAET de première génération. C'était une addition de plein de choses qu'on pouvait faire pour lutter contre le dérèglement. Et maintenant, on se retrouve plutôt dans une approche systémique. L'autre élément important de cette démarche, c'est d'avoir une approche intégrée. Et on l'a vécu aussi dans le PCAET. Au début, les services énergie qui ont souvent porté les politiques de lutte contre le dérèglement climatique étaient un peu isolés. Et il a fallu introduire, à la fois à l'échelle politique, des élus en charge du climat qui ont pu avoir une approche d'animation transversale des services pour qu'on parle climat dans le service culture, dans le service sport, dans le service urbanisme, dans le service habitat, etc. Et ben, on est exactement dans la même situation dans l'adaptation, c'est-à-dire qu'il va falloir parler adaptation à tous les services d'une collectivité locale et avoir cette approche systémique des impacts et des capacités à être résilient, pour utiliser un terme à la fois très à la mode depuis plusieurs années, mais en même temps très vrai. Le message politique et puis le management des équipes. Mais peut-être un pas de côté, tout à l'heure Anne-Sophie Asselin a évoqué une prochaine initiative qu'on accueillera au Hub des territoires avec la vision des assureurs ou le positionnement des assureurs sur les risques liés au changement climatique. Le sujet, il est prégnant. Comment vous voyez le sujet ? Avec inquiétude. Avec inquiétude. On a de plus en plus de collectivités locales qui nous disent, puisqu'on est déjà assez loin dans le débat, il faut que je pense à vous faire 2-3 messages que j'avais prévus avant. Ça, je vous fais passer un message subliminal, mais avec inquiétude parce qu'effectivement, aujourd'hui, on voit exploser le coût des assurances dans les principaux équipements des collectivités locales. Alors moi, je suis surtout légitime pour vous parler de déchets, d'eau et d'énergie, mais oui, on voit augmenter les cotisations d'assurance pour une usine de valorisation énergétique, une chaufferie bois, une station d'épuration. Voilà, donc tous ces éléments-là nous inquiètent. Et c'est intéressant de voir qu'effectivement, si le système assurantiel n'arrive plus à suivre d'une certaine manière, parce qu'ils ne sont pas là juste pour augmenter leur marge, c'est juste qu'ils ont fait des calculs, enfin, c'est les mêmes calculs qu'on a fait à l'échelle macro, c'est quand même 2 chiffres importants qu'il faut avoir à l'esprit, même si ils seront probablement affinés et à nuancer, mais d'un côté, vous avez un calcul qui est fait qui montre qu'en globalement, l'effet du dérèglement climatique coûte à peu près à la France 10 milliards d'euros par an, à peu près. Et dans le même temps, s'il fallait adapter notre fonctionnement en mesure prioritaire, I4C dit 2,3 milliards. Mais le 10 milliards d'euros, aujourd'hui, le système assurantiel l'a bien en tête. Et donc, il va falloir quand même qu'on se pose des questions. Alors, c'est peut-être l'occasion quand même de vous dire que dans le domaine de l'eau, des déchets, de l'énergie, il se passe énormément de choses dans le domaine de l'adaptation. Je commence par les déchets, c'est pas forcément celui qu'on a le plus en tête. Mais vous imaginez que dans un monde à plus 4 degrés, on ne fait pas travailler des rippers derrière les bennes à ordures de la même manière. Dans un monde à 4 degrés, la question forcément de l'utilisation du lavage des camions, du traitement de l'air d'une usine de valorisation énergétique qui utilise beaucoup d'eau, etc. est posée. Et puis si vous posez la question de l'eau, alors là c'est encore plus facile. Enfin, aujourd'hui, je vous invite à lire les 2 études les plus importantes du moment. L'étude Explore 2 sur ce que sera les tensions hydriques d'ici 20 ans, qui montre que globalement, entre juin et septembre, tous les ans ou presque toutes les années, il y aura pénurie d'eau dans une très grande part sud du territoire et probablement une fois sur 2 sur la partie nord. Donc ça veut dire qu'il y aura des arbitrages, pour moi c'est le mot le plus important du moment, arbitrage entre des usages de l'eau, entre des usages... Ah, Ramon était là, il est au taquet, Ouais, ça va, on va y arriver. On va y arriver. Donc, je vous disais, dans le domaine de l'eau en particulier, ce qui va se passer, c'est quand même effectivement des arbitrages à faire entre les activités économiques, les activités agricoles, l'eau potable et probablement une sorte de hiérarchisation des usages qui va être très, très compliquée. L'autre mot pourrait être le mot dilemme, si on voulait aller plus loin que le mot arbitrage. Dans le domaine de l'énergie, on voit aussi beaucoup de collectivités locales développer des plans de rafraîchissement comme Toulouse, des collectivités qui sont en train de revoir complètement leur PLU. Je pense à Chambéry, je pense à Grenoble, je pense à Lyon, qui aussi a introduit un PCAET de 3e génération avec un plan d'adaptation. Mais on voit aussi des collectivités en charge de l'eau développer ce qu'on appelle des études HMUC, c'est-à-dire la capacité à penser les ressources en eau à l'aune de ce 4 degrés. Il faut quand même se le dire, c'est que ce 4 degrés, il a quelque chose d'assez diabolique. C'est que, par exemple, si on discute avec le monde agricole, d'un côté, il va y avoir moins d'eau, et eux vont avoir besoin de plus d'eau. Et je le dis sans rentrer dans le débat des bassines, mais il est évident qu'à partir du moment où il fait plus chaud, il va y avoir plus d'évaporation. Quand il y a plus d'évaporation, d'une part, les sols se craquellent et encaissent moins l'eau, et puis on a besoin de plus d'eau. Donc il y a quelque chose d'assez diabolique dans cette séquence. Et je pense que l'un des sujets les plus compliqués dans lesquels nous avons à aider les collectivités locales, c'est cette histoire d'arbitrage, pour finir, parce que le temps passe vite. Mais puis après, j'ai un dernier message à vous faire passer, c'est comment on va arbitrer
dans un moment de tension financière entre de l'ingénierie territoriale, et c'est peut-être l'occasion de parler de ce mot, c'est que l'un des grands enjeux de cette séquence, ça va être d'avoir une ingénierie territoriale. Cette ingénierie territoriale, elle est soit interne, c'est des services dans les collectivités. Amorce a publié une étude sur les quantités de RH qu'ont les services climat et énergie dans les collectivités. C'est hyper variable, d'une agglo à l'autre, d'un syndicat à l'autre, d'une métropole à l'autre, d'une com à l'autre. Et donc, il faut créer cette ingénierie territoriale interne. Et puis, il y a une ingénierie territoriale que j'appelle externe. Et si on est devant des EPL, je pense qu'elles comprennent ce que je veux dire. C'est effectivement la capacité à se doter, et les collectivités l'ont fait, de CEM de NR, de CEM de maîtrise de l'énergie. J'espère un jour voir aussi des CEM dans le domaine de l'eau un peu plus nombreuses qu'elles ne le sont aujourd'hui, voire même dans le domaine des déchets où elles existent. Mais il y a aussi les agences locales de l'énergie, il y a aussi les syndicats intercommunaux supra. Donc aujourd'hui, il y a un enjeu. C'est l'occasion de vous dire qu'on a arraché une mesure importante pour financer cette ingénierie territoriale. C'est le fonds climat territorial qu'on a arraché après 15 ans de bataille à l'État, considérant de manière très simple que chaque énergie fossile est consommée sur un territoire, elle émet sur ce territoire des gaz à effet de serre qui ont un impact sur ce territoire. Il serait assez normal qu'une partie de la fiscalité des énergies fossiles et de la fiscalité carbone revienne au territoire. Et donc, ça a été un combat de 20 ans que nous venons de gagner dans le cadre du Fonds vert. Et il va y avoir, ça vient d'être présenté par les préfets, 200 millions d'euros affectés au territoire français et principalement à l'intercommunalité pour financer de l'ingénierie territoriale et un peu d'investissement. Et ensuite, il y a le deuxième débat qui est la question d'investissement, sur lequel, là, la Banque des Territoires a vraiment un rôle phénoménal à jouer. C'est l'occasion de parler de la stratégie que vous êtes en train de mettre en place, de stratégie d'investissement à 2025, parce que les collectivités vont devoir choisir entre des investissements pour lutter contre le dérèglement climatique, faire des chaufferies bois, faire de la rénovation énergétique, faire des opérations de reuse ou de récupération de pluie. Il y a des enjeux absolument phénoménaux sur la question du temps de pluie. Je n'ai peut-être pas le temps d'en parler. Et de l'autre, de faire des investissements pour mettre en place du rafraîchissement, une autre manière de penser l'habitat, une autre manière de penser l'urbanisme pour tenir compte de ces 4 degrés. Et ces arbitrages vont être difficiles à faire. Et donc, on aura besoin effectivement de toute la puissance de feu de la Banque des Territoires pour accompagner les collectivités et leurs partenaires, je pense en particulier aux EPL, dans ces capacités d'investissement. C'est aussi peut-être l'occasion de le dire, puisque la séquence s'y prête, qu'il faut que l'État démissionne pas de l'ambition climatique. On a vu un PLF extrêmement difficile, hein, et on nous annonce, j'étais au cabinet de M. Lombard il y a quelques jours, un PLF 2026 encore plus difficile. Mais c'est vraiment pas le moment de lâcher, à la fois sur la question du fonds chaleur, sur le fonds économie circulaire, sur les redevances des agences de l'eau, etc. Et j'en profite pour le dire aussi, l'enjeu n'est pas de dissoudre ou de fusionner ces agences, c'est de leur donner les moyens et de les challenger sur la performance, avec là aussi des objectifs de résultats. Donc ne nous trompons pas de combat, on a besoin de tous ces accompagnateurs de la Banque des Territoires, de l'ADEME, des agences de l'eau, de l'ANA, de l'ANRU et d'un certain nombre d'autres. C'est vraiment pas le moment de les détruire, c'est le moment de les optimiser, mais ça c'est autre chose. Parfait, vous avez vraiment planté le décor. On est nombreux à être mobilisés. Les EPL seront certainement des acteurs clés et ça nous permet du coup d'enchaîner avec le déroulé de ce matin, avec des témoignages dont je sais qu'ils seront particulièrement pertinents et finalement vraiment ancrés dans cette volonté que nous avons côté Banque des Territoires d'accompagner des opérateurs qui font des sachants. Et c'est aussi le rôle de ce réseau de donner à voir sur des retours d'expérience. Et Anne-Sophie l'annonçait en introduction, ce matin on parle de données, comment mesurer les effets du changement climatique, quels outils pour objectiver la prise de décision. Et bien c'est tout ça qu'on va pouvoir aborder désormais. Un grand merci Nicolas, nos excuses pour le petit souci technique. Et vraiment, excuses pour ne pas avoir été avec vous, j'ai été puni. Pas de souci. Et puis je passe la parole à Jean-Baptiste qui va prendre la main sur la suite de la matinée. Merci beaucoup. Bonjour. Merci à vous et bonne continuation. Bonjour à tous, merci beaucoup. Effectivement, on va pouvoir enchaîner avec les tables rondes. Aujourd'hui, on a voulu séquencer cet événement avec 2 tables rondes différentes. Une première table ronde sur les outils énergie-carbone, donc plutôt lutte contre le changement climatique, mais c'est aussi des outils hybrides et c'est des outils dont on peut s'inspirer pour traiter la donnée en matière d'adaptation au changement climatique. Et une deuxième table ronde sur les outils de résilience. Vous pouvez poser vos questions dans le chat, dans le fil de discussion, et elles seront relayées, elles seront reprises après les interventions. Pour la première table ronde, je vais appeler à mes côtés Clémence Binet, qui est chargée de contenu et prospective à l'ACET,
Gilda Vesset, qui est directeur du pôle Transition et Environnement Durable à l'ACET, Michel Salem-Sermanet, directeur général délégué d'Efficacity, et sont en ligne avec nous connectés. Je les invite du coup à allumer leur caméra. Romain Champy, directeur de l'aménagement et des transitions d'Opidea, et Philippe Sajot, directeur de la ville intelligente, de l'innovation et de la donnée pour Noisy-le-Grand. Bonjour à tous. Peut-être tout de suite pour commencer, parce que la journée est assez dense, une intervention de l'ACET. L'ACET a publié un livre pour la décarbonation des activités des EPL et de leurs projets d'aménagement. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Clémence et Gildas ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Avant toute chose, on voulait peut-être rappeler le contexte dans lequel s'inscrivait ce guide. Un peu de suspense. Ce contexte, c'est donc la ligne éditoriale 2024 du réseau 7. En quelques mots, la ligne éditoriale du réseau 7, ce sont 3 thématiques qui sont définies chaque année, des thématiques particulièrement prégnantes pour les EPL et qui sont donc définies en lien avec elles. Ces thématiques, tout au long de l'année, vont faire l'objet de travaux spécifiques, que ce soit en interne avec des consultants de la 7 et en externe aussi avec les EPL. L'objectif étant de co-construire des nouveaux outils opérationnels. Et donc en 2024, les 3 thématiques qui avaient été définies étaient la sobriété foncière, la transition écologique et la décarbonation, ce qui avait permis d'aboutir à 3 guides pratiques. Un guide pratique du ZAN, un guide pour la prise en compte intégrée de l'environnement dans les projets d'aménagement, et enfin le guide dont il est question aujourd'hui, donc pour favoriser la décarbonation des activités des EPL et de leurs projets d'aménagement. Et je laisse tout de suite la parole à Gilda pour vous en dire un petit peu plus sur son contenu. Oui, bonjour à tous, merci Clémence. Donc si vous pouvez passer la slide suivante. Voilà, donc je vais vous présenter le guide de la décarbonation qui a été produit par l'ACET l'année dernière, qui a 3 grandes ambitions. Déjà, qui est en fait une méthodologie pour accompagner les EPL dans la réalisation de leur bilan carbone de structure. Donc c'est vraiment la porte d'entrée, cette première étape, c'est la porte d'entrée pour pouvoir ensuite appliquer la méthodologie de décarbonation au projet d'aménagement. Mais en tout cas, ça permet d'acculturer les équipes à cette méthodologie en commençant par faire une cartographie des entités de la structure, puis un diagramme des flux entrants et sortants en termes énergétiques, et enfin identifier des leviers. Après avoir collecté évidemment la donnée de carbone, donc soit par de la mesure, soit plus réalistement par donc l'application de facteurs d'émission basés notamment sur la base carbone. Donc une fois que l'EPL a fait son bilan, qu'est-ce qu'elle en fait? Et bien là, c'est là que ça devient intéressant, j'ai envie de dire, c'est la formalisation d'un plan de transformation de l'EPL qui va s'appliquer aussi bien à des leviers sur le fonctionnement interne de la structure, mais aussi sur ses activités. Donc là, en l'occurrence, le guide est destiné aux EPL d'aménagement. Donc l'idée, c'est de pouvoir appliquer la décarbonation au projet d'aménagement. Donc c'est la deuxième partie de ce guide. Donc c'est permettre aux EPL d'aménagement, donc les SPL, SM d'aménagement, de s'engager dans une démarche de conception bas carbone de leurs opérations. Donc pour ce faire, on rappelle déjà dans le guide que une feuille de route de la décarbonation a été élaborée à l'échelle nationale dans le sillage de la loi climat et résilience, merci, avec 6 grands leviers de décarbonation à l'échelle nationale, donc a été co-construit avec tous les partenaires de la filière. Et donc, sur cette base-là, le guide rappelle aussi les trois grands principes pour s'engager dans la décarbonation quand on conçoit une opération d'aménagement. C'est d'abord tout mesurer dans une logique d'analyse de cycle de vie. Donc c'est vraiment du très amont au très aval de l'opération, en reprenant les principes de la méthode quartier énergie carbone de l'ADEME. Ensuite, une fois qu'on a tout quantifié, on va considérer l'exhaustivité des solutions pour réduire toutes les émissions là où on le peut. Donc sans préjugés, voilà, on va tout regarder. Et sur cette base-là, après, on fait le tri, on regarde ce qui est le plus intéressant à actionner comme levier, avec voilà, le principe aussi de réfléchir sur le coût-bénéfice d'une action. Quel va être le coût de l'action, de l'inaction, et sur cette base-là, on peut faire l'arbitrage
pour être, voilà, d'aller du plus significatif au plus fin, dans un contexte de tension sur les finances. Ça, voilà, on l'a déjà évoqué. Et donc, pour accompagner cette décarbonation, des outils ont été créés. Donc, on va en parler dans la suite de cette table ronde. C'est évidemment l'outil Urban Print, qui est l'outil d'application de la méthode énergie-carbone qui a été développé par le CSTB et Efficacity. Mais on évoque aussi dans le guide d'autres outils comme Energy Mapper et Power 10. Donc, voilà, de manière très opérationnelle, comment se saisir de ces outils pour mettre en œuvre la décarbonation dans les projets d'aménagement. Et la troisième et dernière partie du guide, c'est un peu un rappel de préconisations transversales qui vont permettre justement de mettre en œuvre la décarbonation et de tendre vers la neutralité carbone dans les opérations d'aménagement. Donc je vous invite à parcourir ce guide et vous lancer. Voilà, donc là vous avez le QR code pour aller le consulter en ligne. Merci beaucoup. Alors, ces guides, ils ont été produits avec Efficacity. Michel Salem-Sramanet, donc avec Efficacity, vous avez développé, on a parlé d'Urban Print, on a parlé de Power 10 pour les opérations d'aménagement et la stratégie énergétique respectivement. Pourquoi ces outils et comment peuvent-ils aider à la réalisation de projets ? Oui, alors la première chose, avant Oui, pardon. Je vais commencer juste par rappeler l'urgence à agir. On parlait d'arbitrage entre lutte contre le dérèglement climatique et adaptation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si le dérèglement climatique devient vraiment extrême, il n'y a plus d'adaptation possible. Donc il faut vraiment avoir ça en tête et je pense qu'il faudra faire dans les années à venir énormément de pédagogie pour expliquer cela parce qu'il y a une grande différence entre les deux. L'adaptation, c'est un enjeu local avec des retombées visibles, faciles à comprendre pour un territoire. L'atténuation du changement climatique, c'est un problème national et en vérité mondial avec des retombées moins évidentes, avec toujours, je dirais, l'idée, si les autres font pas autant que moi, ça sert à quoi ? Vous connaissez ce débat, donc je pense que Nicolas Garnier a parlé d'arbitrage, de dilemme. Il y a aussi énormément de pédagogie à faire. Parce que sinon, on va vraiment à la catastrophe en se disant, bon, de toute façon, c'est trop tard, il faut s'adapter. La réalité, c'est qu'au-delà d'un certain niveau de dérèglement climatique, on ne pourra pas s'adapter. Alors, maintenant, j'essaie d'être un peu positif. En France, vous avez les derniers chiffres là à l'écran qui sont issus des dernières évaluations, même si elles sont provisoires, de l'année 2024. Et donc, petit à petit, on se met sur la bonne trajectoire, mais on n'y est pas encore. Donc vous voyez, c'est le verre à moitié vide et à moitié plein. Les émissions de gaz à effet de serre baissent en France depuis 20 ans exactement, depuis 2005, alors que la population augmente. Donc c'est déjà une certaine réussite, mais ça baisse insuffisamment. Ça baisse en moyenne de 2% depuis 2005 et de 2% en fait même sur les 10 dernières années. Mais on constate une baisse qui augmente un peu de l'ordre de 3% depuis 5 ans. Et en particulier en 2023, sauf que en 2024, les résultats justement qui sont tombés il y a 2 semaines ne sont pas bons du tout et on est retombé en dessous de la barre des 2%, 1,8% de baisse, ce qui est vraiment très faible. Donc ça veut dire que rien n'est acquis et c'est un effort permanent et en fait, plus on avance, plus on va dans le dur et plus c'est difficile. Voilà. Alors, par rapport à ces efforts actuels, l'objectif, c'est quoi ? C'est 4,5 voire 5%. Alors cet objectif, c'est l'objectif européen. Vous connaissez tous le Fit for 55. Quand on le décline au niveau français et quand on voit ce qu'il faut faire chaque année pour arriver à moins 50 ou 55% en 2030, il faut faire en gros moins 5% par an. Donc vous voyez qu'à moins 3%, on n'y est pas du tout. Et entre moins 3 et moins 4,5 ou 5, c'est vraiment pas la même chose. C'est pas un petit effort incrémental. Et donc, du coup, pour y arriver,
Évidemment, il y a des questions de financement des investissements, hein, et on est bien placé ici pour avoir un certain nombre de solutions, mais ce n'est pas tout, et Nicolas Garnier parlait à juste titre d'ingénierie territoriale. Vous pourriez avoir tout l'argent du monde, si vous ne prenez pas les bonnes décisions d'investissement, ça ne marchera pas, on ne fera pas moins 5% par an. Et le problème, c'est qu'en fait, on ne sait pas bien ce qu'il faut faire, parce qu'on n'a jamais été confronté à ce problème. On ne sait pas comment faire moins 5% par an pendant les 25 prochaines années, au niveau d'un territoire. Alors, pour ça, il y a vraiment, vraiment besoin de renforcer les capacités de cette ingénierie territoriale, hein, qui prend différentes formes, hein, on le sait, hein, les EPL sont une des formes, les bureaux d'études, les compétences des collectivités elles-mêmes, mais il faut les outiller. Voilà, il faut outiller ces compétences. Il ne s'agit pas juste de financer de l'ingénierie territoriale, il ne s'agit pas juste de financer de la formation, de la montée en compétences. Sur ces sujets qui sont relativement complexes, il faut avoir des outils numériques avancés qui permettent de comparer différentes solutions et de faire les bons choix. Voilà. Et ça, c'est la mission d'Efficacity. Donc, diapo suivante, un mot sur Efficacity. Il y a juste une chose à retenir, c'est que, d'abord, on a été créé il y a 11 ans. On a fêté nos 10 ans l'année dernière, à l'initiative de l'État, le SGPI, France 2030. Et en fait, notre spécificité, c'est de développer des outils d'aide à la décision pour aider les collectivités à décarboner leur territoire selon une méthode qui est originale, hein, qu'on appelle la recherche-action, et qui consiste à faire travailler ensemble 3 mondes. Et vous voyez tous les logos dans ces 3 mondes. Donc il y a à la fois nos membres fondateurs qui sont dans notre gouvernance, avec ces 3 collèges, mais il y a aussi tous les acteurs avec qui on coopère. Donc il faut aller au-delà de notre gouvernance. Et donc vous voyez ces 3 mondes, c'est le monde de la science, les organismes scientifiques et techniques, qui sont des organismes publics. C'est le monde des entreprises, puisqu'il y a une expertise évidemment très opérationnelle dans les entreprises dont on a besoin pour inventer les outils de demain. Et enfin, c'est le monde des territoires, puisque ce que nous faisons, c'est pour les territoires, et il faut co-construire avec les territoires les outils de demain. Et donc c'est ça notre métier, co-construire avec ces 3 grands acteurs de l'innovation urbaine en quelque sorte, la recherche publique, les entreprises et les territoires, les outils dont ces 3 acteurs ont besoin pour prendre les bonnes décisions et accélérer la décarbonation des territoires. Et pour finir, dans cette partie introductive, diapo suivante, ce que nous faisons concrètement, hein, donc nous ne développons pas de solutions technologiques, vous voyez, ça, ce sont des entreprises qui font ça, nous développons, comme je l'ai dit, des outils d'aide à la décision, nous les expérimentons sur un grand nombre de territoires pilotes, et ensuite nous essayons de les promouvoir avec le soutien du ministère et de l'ADEME pour changer les pratiques à grande échelle. Et en ce sens, je remercie vivement la Banque des Territoires, la Fédération des EPL, l'ACET, qui contribuent à cette diffusion, cette dissémination, parce qu'on ferait les plus beaux outils du monde, et c'est un peu le cas, s'ils ne sont pas connus, s'ils ne sont pas expliqués, si on ne démontre pas leur valeur ajoutée, ça ne sert à rien pour une raison très simple. Et si vous pensez à vous-même, vous allez tout de suite comprendre, personne n'a envie de changer ses habitudes. C'est l'énorme frein auquel on est confronté. Hein, ces outils ont été audités dans tous les sens et leur valeur ajoutée est évidente. On l'a démontré sur un certain nombre de projets pilotes. Il y a un énorme frein qui est que changer ses habitudes en termes de conception des projets, personne n'a envie de le faire. Donc il y a un effort à faire et qu'il faut, voilà, c'est pour ça qu'il y a cette pédagogie. Je finis juste en vous donnant, parce qu'on fait de la science, donc je vais vous donner quelques termes un peu scientifiques très rapidement. En quoi ces outils révolutionnent en quelque sorte la conception urbaine? Pour 2 raisons. C'est que nous avons réussi, ça nous a pris 10 ans, on a dépensé beaucoup de millions pour ça, mais on y est arrivé. On a réussi à transposer à l'échelle urbaine. L'échelle urbaine, ça veut dire à l'échelle d'un quartier, de plusieurs quartiers, d'une collectivité, ou à l'échelle d'un patrimoine, hein, qui peut être d'ailleurs dans un département, dans toute la France, un grand patrimoine bâti. Donc cette échelle urbaine, on a réussi à transposer 2 grands concepts qui ont, il y a 10 ans, il y a 20 ans, déjà révolutionné la conception des bâtiments. Ces 2 grands concepts, vous les voyez ici en jaune, c'est le concept d'évaluation des impacts environnementaux en analyse de cycle de vie, hein, ça a déjà été dit par l'ACET, parce qu'il faut tout compter. Alors moi je pensais avant qu'on pouvait dormir sans, enfin on pouvait vivre sans, pardon, et dormir sans éventuellement, l'ACV, en fait non, parce que si vous n'évaluez pas en analyse de cycle de vie, vous comptez pas tout, donc vous pouvez prendre les mauvaises décisions. L'exemple typique, c'est les panneaux photovoltaïques. En général, c'est pertinent de mettre des panneaux photovoltaïques, mais quand on compte l'empreinte carbone globale, y compris la fabrication des panneaux, dans certains cas, c'est pas pertinent. Donc, vous voyez, pour prendre les bonnes décisions, il faut vraiment quantifier complètement. Et la deuxième chose, c'est donc ACV. Deuxième acronyme, SED, c'est-à-dire la simulation énergétique précise et en fait dynamique au sens où on simule sur
un pas de temps horaire en fait sur une année, le fonctionnement énergétique d'un quartier ou d'un patrimoine. Et ça permet, avec l'analyse de cycle de vie, on va le voir dans les deux exemples qui suivent, hein, avec le changement des pratiques des EPL de Toulouse, et ensuite avec un projet à Noisy, on va voir comment ces deux concepts vraiment changent la donne en termes d'aide à la décision et permettent d'accélérer la décarbonation des projets des territoires. Alors, merci effectivement pour la transition. On va voir maintenant les deux retours d'expérience qui utilisent notamment les outils qu'on vient d'évoquer. D'abord avec Opidea du côté de Toulouse et Romain Champy. Opidea a généralisé les bilans carbone dans ses opérations d'aménagement. Pourquoi cette stratégie ? Bonjour à tous. Veuillez m'excuser moi aussi de ne pas être présent avec vous. Et merci pour l'invitation. Alors, pourquoi on a généralisé ces bilans carbone? Parce qu'on a décidé de penser notre intervention en l'articulant avec une stratégie climat. On s'est engagé en 2023 à renouveler un petit peu la manière dont on pensait nos opérations d'aménagement. Alors ça ne veut pas dire qu'on faisait rien avant, hein, on avait un certain nombre d'acquis, on pilote vingtaine d'opérations d'aménagement, on est aussi constructeur, on est un peu présent aussi sur la question foncière et sur la question énergétique. Donc on avait des résultats, mais on n'avait pas un discours cohérent et on n'avait pas encore une bonne articulation pour saisir bien les enjeux du climat au regard de nos opérations d'aménagement et de nos opérations de construction. Donc en 2023, on s'est dit, bon, il faut actualiser un peu notre logiciel. Donc on a sorti un petit livret qui, à l'échelle d'Opidea et d'Europolia, la SEM et la SPL de la métropole de Toulouse, pense et cherche à définir à la fois une action d'atténuation et une action d'adaptation. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est posé la question de généraliser les bilans carbone de nos opérations d'aménagement. J'insiste sur la vision d'une stratégie globale, c'est-à-dire qu'on n'est pas parti bien en tête sur faire des bilans carbone, on a d'abord posé la question climat à l'échelle de l'ensemble des parties prenantes et en premier lieu de nos équipes opérationnelles. On s'est posé la question de savoir comment il fallait se former, quelles étaient les compétences qu'il fallait qu'on intègre en interne et on a passé tout un cycle de 1 à 2 ans pour essayer de passer au tamis nos opérations d'aménagement pour comprendre comment elles devaient prendre en compte ces enjeux-là. Donc c'est dans ce cadre-là que le bilan carbone a été introduit. Si vous pouvez passer à la slide suivante, je vais en venir un peu au choix d'UrbanPrint. Donc on a testé plusieurs outils. Hein. On est passé par des bureaux d'études qui ont leur propre manière de faire des ACV. Et en fait, UrbanPrint a lancé assez rapidement un appel à manifestation d'intérêt pour tester le logiciel UrbanPrint. Et nous, on s'est un peu engouffré là-dedans parce qu'on cherchait à avoir une méthode un peu unifiée et pas avoir différentes, alors pas manière de compter, puisqu'à chaque fois c'est bien l'ACV d'un quartier sur 50 ans qui est proposé avec la méthode de l'ADEME par les bureaux d'études, mais des rendus qui étaient un peu différents, donc des méthodes qui n'étaient pas tout à fait unifiées et une difficulté à transposer les bilans carbone des différentes opérations d'aménagement. Donc on voulait un peu une manière de penser, une manière de présenter les choses uniques pour comparer les résultats et se constituer une certaine forme de retour d'expérience à l'échelle de nos opérations d'aménagement sur cette question de l'atténuation. Donc on a lancé une dizaine de bilans carbone maintenant depuis 3 ans avec cette AMI et puis une convention qu'on a passée avec efficacité pour viser la généralisation de la démarche du bilan carbone sur nos opérations d'aménagement. On n'a pas fait le choix de présenter que nos opérations les plus vertueuses. On a fait le choix d'avoir un panel d'opérations très diversifiées, des opérations qui sont plutôt en seconde couronne de la métropole toulousaine, des opérations qui sont plus centrales, des opérations qui bénéficient d'une solution énergétique mutualisée, de réseaux de chaleur, et puis des opérations un peu plus anciennes qui se sont développées à l'époque où finalement les choix énergétiques étaient quand même très centrés sur le gaz. Donc on a un panel très diversifié qui montre des bilans carbone très diversifiés et ça c'est un point important. Et les enjeux pour nous, c'était de pouvoir quantifier, mesurer. Les différents intervenants ont énoncé cet élément de base. C'est pour comprendre la trajectoire d'atténuation dans laquelle nos opérations d'aménagement sont. On a besoin de quantifier. Et un truc qui est très intéressant avec le carbone, c'est qu'on peut le mesurer. Donc on a une capacité de donner un chiffre et de présenter une trajectoire. Et puis l'outil, il permet aussi d'identifier pas simplement le poids carbone des opérations d'aménagement, mais il permet d'identifier des solutions alternatives pour améliorer
le poids carbone des opérations d'aménagement. Et c'est ça, je pense, une des plus-values essentielles du logiciel Urban Print. On y viendra un peu après. On voulait aussi comparer les bilans carbone de nos différentes opérations d'aménagement pour voir un petit peu quelles avaient été les stratégies les plus payantes et pourquoi finalement on avait des opérations qui étaient plus vertueuses que d'autres. Et puis il y a un troisième enjeu qui est aussi celui du débat public, de la légitimité de notre action. L'aménagement, c'est une action difficile, c'est une action de transformation du territoire qui peut être contestée. Et la question climat, à la fois d'atténuation et d'adaptation, est aujourd'hui très présente dans les phases préopérationnelles et dans les dispositifs de concertation. Donc nous, on avait besoin d'une certaine forme de transparence et on avait besoin de montrer comment on prenait en compte cette question climat avec des outils étayés, forts, robustes, qui permettent de donner de la transparence et de la robustesse aux chiffres qu'on présentait. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors ça, c'est une des planches qu'on a, alors qui ne présente pas tous les bilans carbone de nos opérations d'aménagement. Ici, on a 5 bilans carbone et qui est une planche intéressante, qui est une planche de communication pour nous, qui permet, c'est pas une des figures centrales du résultat que donne le logiciel Urban Print, mais qui permet de manière très synthétique de ramener la CV d'un quartier sur des données qu'on connaît, qui est le fameux 2 tonnes. Donc la SNBC, elle ramène finalement le bilan carbone, l'empreinte carbone du territoire national à cet objectif d'une empreinte carbone par habitant à 2 tonnes. Donc on passe de 10 tonnes à 2 tonnes et on voulait savoir si dans nos quartiers, comment on se situe. Alors de manière un peu conventionnelle, on considère qu'un quartier pèse pour la moitié de l'empreinte carbone d'un usager ou d'un habitant de ce quartier, l'autre étant les services publics, le poids carbone des services publics, pardon, les transports en dehors du quotidien, les formes de loisirs, etc., etc. Donc on considère que le quartier c'est 1 tonne et que le reste c'est 1 autre tonne. Ça c'est l'objectif de la SNBC à horizon 2050. Et le logiciel, il nous permet donc de mesurer le poids carbone du quartier et on a un calcul qui permet, en le ramenant à l'équivalent usager, de voir quand on vit dans les quartiers qu'on aménage, quelle est l'empreinte carbone du quartier. Et l'objectif étant d'être en dessous des 1 tonne. Et ce qu'on perçoit, c'est qu'en fonction de nos quartiers, on y arrive plus ou moins. Alors, on n'y arrive pas pour tous les quartiers, mais il y a un certain nombre de quartiers qui ont des stratégies très fortes et qui sont à peu près au niveau de la tonne, voire un peu en deçà. Donc ça, c'est très encourageant. C'est un résultat qui montre que quand on fait des efforts sur les questions énergétiques, sur les produits de construction, sur la mobilité, on peut avoir un impact et on peut finalement être cohérent avec cette trajectoire de décarbonation de notre territoire. C'est encourageant. Et ça montre aussi des profils qui sont très différents. Donc on a des quartiers qui sont au-dessus de ce seuil de 1 tonne. Je pense à Lobis et Saint-Martin-du-Touche. Lobis parce qu'en fait on est en seconde couronne et on voit que le poids de la mobilité est très structurant dans l'empreinte carbone du quartier. Donc c'est un enjeu fort. L'articulation entre urbanisme et transport quand on pense l'atténuation d'une opération d'aménagement. Une autre opération qui est au-dessus du seuil, c'est Saint-Martin-du-Touche, où on a là deux problématiques qui nous font un peu dépasser ce seuil. C'est d'une part la question de la mobilité. On a un quartier qui est pas très bien doté en offre de transport en commun efficace. Et on a aussi, on voit, c'est la première partie de l'histogramme en rouge, la question énergétique, qui est largement supérieur à ce qu'on peut voir sur les 4 autres quartiers, parce que c'est une opération qui est assez vieille, qui a été engagée au début des années 90, et il y a toute une partie de cette opération qui s'est développée avec un réseau de gaz. Donc là, on souffre de cette historique-là. Et ça montre finalement qu'il y a un certain nombre de choix stratégiques qu'il faut opérer quand on réfléchit carbone et opération d'aménagement. Et la première question, c'est peut-être la question de l'énergie et la manière dont on peut proposer des réseaux énergétiques mutualisés et décarbonés. Et c'est le cas sur 3 opérations qui sont présentés ici dans ces bilans simplifiés, Toulouse Aerospace, Cartouchier et Grand Matabio, où on bénéficie de réseaux de chaleur urbains et dans le cas de Grand Matabio, d'une boucle d'eau tempérée qui va permettre à la fois de faire du chaud et du froid pour les opérations immobilières qu'on réalise. Le deuxième poids qu'il faut avoir en tête, c'est la question des produits de construction et des équipements et toute l'importance d'embarquer finalement les opérateurs immobiliers dans les stratégies environnementales qu'on porte, et ça a un effet très fort sur le poids carbone final d'une opération d'aménagement. Nous, on s'est très tôt engagé
à l'époque de la réglementation thermique sur les certifications E+C-, qui ont amené finalement le champ de la promotion immobilière à Toulouse à anticiper la RE 2020. Et quand la RE 2020 est arrivée en 2022, on a demandé aux opérateurs immobiliers qui construisaient dans des opérations d'aménagement d'atteindre le seuil 2025. Donc on a toujours été dans un régime d'anticipation des réglementations pour faire en sorte que les produits de construction et d'équipement pèsent le moins possible dans le bilan carbone des opérations. Et finalement, on constate à travers ces bilans carbone que ces stratégies sont payantes. Dernière slide sur quelques éléments d'enseignement que l'on tire de cette démarche opérationnelle, on va dire, qui, j'espère, rejoignent un peu les conclusions du guide de la 7. Donc, il y a d'abord un truc qui est, deux éléments qui sont évidents que j'ai un peu énoncés quand j'ai présenté ces bilans carbone. C'est les efforts mis sur la construction portent leurs fruits. Donc, c'est important d'être exigeant avec les opérateurs immobiliers. Nous, c'est passé par des certifications E+C- et des anticipations de seuil de la réglementation environnementale 2020, la RE 2020. Aujourd'hui, on est un peu au milieu du gué, puisque le champ de la promotion immobilière souffre beaucoup, les bilans d'opération ne tournent plus, donc on fait un peu une pause stratégique. On se dit, bon, on n'est plus dans l'anticipation 28, c'est plus une exigence dans le cadre de nos commercialisations. On amène les opérateurs à se poser la question d'une anticipation de seuil, mais ce qu'on exige, c'est le seuil 2025 qui s'applique depuis le début de l'année. Et on espère que la dynamique économique des opérations immobilières va pouvoir retrouver des termes qui étaient les siens avant la crise qu'on connaît maintenant depuis 2 ans, pour remettre des exigences supplémentaires. Le deuxième enseignement central, c'est la question des réseaux énergétiques et du réseau de chaleur. Quand on a un réseau de chaleur décarboné, avec un taux d'ENR important, on fait bénéficier de l'ensemble du projet et des opérations immobilières d'un temps d'avance sur la décarbonation du quartier et des opérations immobilières. Et troisième enjeu, c'est la question des mobilités, de la place de la voiture. Alors, quand on est comme nous, maître d'ouvrage d'opération d'aménagement, on a certains leviers, mais on n'a pas tous les leviers, puisqu'on n'est pas à la source de la décision de la création d'une opération d'aménagement. C'est bien la collectivité qui pilote ces décisions stratégiques. Et il y a une décision fondamentale qui est une évidence aujourd'hui, mais qu'il est bon de rappeler, c'est qu'il est essentiel de faire des opérations d'aménagement à proximité des hubs de transport et des offres de transport en commun fort. Néanmoins, quand on pilote une opération, on est capable aussi d'avoir des petits leviers sur ces enjeux-là. Je pense notamment à la gestion du stationnement. On peut la sortir de l'infrastructure et la mettre en superstructure. Ça va avoir un impact non pas sur le poste mobilité, mais plutôt sur le poste construction d'un bilan carbone, mais c'est un impact significatif. Et puis après, bien sûr, on a tout l'intervention sur l'espace public et les formes de mobilité douce qu'on peut amener dans le quartier et les leviers de programmation pour créer une ville du quart d'heure qui va réduire les besoins de mobilité au quotidien pour les habitants des quartiers qu'on réalise. Puis après, il y a des pistes d'optimisation qui sont un peu devant nous. Une fois qu'on a traité un peu ces grands postes, la question de la construction, la question énergétique et la question de la mobilité, restent des leviers d'action. Et ça, c'est intéressant parce que le logiciel, c'est le petit diagramme en bas à gauche de la présentation. Il ne fait pas que faire un bilan, il montre aussi des pistes d'amélioration. C'est avec une méthode de calcul, le diagramme de Chapelet, qu'on permet d'aboutir à ça. Donc, il nous montre quels sont les effets que l'on peut viser en travaillant sur tel ou tel sujet pour améliorer le bilan carbone de notre opération d'aménagement. On a déjà des gains par rapport à un scénario dit de référence qui est le scénario réglementaire. C'est le bilan carbone en bleu là sur l'exemple que j'ai pris. Mais on aurait une stratégie encore meilleure qui est le bilan carbone avec l'histogramme en vert. Mais ça nécessite de travailler un certain nombre de sujets. Et ce qui ressort en fait des différents bilans carbone qu'on a pu conduire, c'est que la question des matériaux biosourcés est devant nous et ça pèse pour l'amélioration du bilan carbone de la construction. Il y a des enjeux d'équilibre des blés remblés et là on est directement acteur de ça à travers notre schéma directeur, notre plan masse. On peut réfléchir avec nos maîtrises d'œuvre à chercher cet équilibre-là. Et puis, il y a des enjeux comme le système de compostage, la question de la gestion des déchets, qui est aussi une question qui est importante pour améliorer les bilans carbone de nos opérations. Et puis, bien évidemment, prioriser les mobilités décarbonées, qui est un enjeu fondamental et essentiel. Merci beaucoup pour ces éléments. On va rester sur les optimisations. En changeant de région, on va partir à Noisy-le-Grand avec le projet Récital.
Philippe Sageot, Récital, c'est un objectif de réduction de la consommation énergétique des bâtiments de 50% d'ici 2030. Comment on arrive à cet objectif sur un patrimoine immobilier aussi large que celui que peut avoir Noisy-le-Grand? Alors, il faudra activer votre micro. Vous m'entendez? C'est bon, on vous entend parfaitement. Bon, voilà, merci. Merci déjà là aussi. Alors, je ne suis pas à Toulouse, théoriquement, je ne suis pas loin, mais comme vous voyez peut-être au tableau qui est derrière, en fait, je ne suis pas sur la région parisienne aujourd'hui, et donc je vous remercie d'avoir accepté cette intervention à distance. Mais effectivement, je vais parler de Noisy, qui est une ville que tout le monde connaît un peu, mais qui est finalement à la porte d'entrée de l'Est parisien, et 70 000 habitants. Et effectivement, le projet, c'est un projet à l'échelle sur les 200 bâtiments publics de la ville, qui représentent à peu près 200 000 mètres carrés. Et par rapport à ce qu'on vient d'évoquer depuis le début, il s'agit bien de réduire l'impact carbone et réduire la consommation énergétique. Donc, planche suivante, c'est un projet en fait qu'on a lancé. Alors, il y a une planche qui a sauté peut-être, mais c'était juste avant. Mais si elle n'y est pas, c'est pas grave. Je vais la commenter là. En fait, c'est un projet qu'on a lancé dès 2022, quand on commençait à voir arriver une problématique sur l'énergie, et aussi qu'on recherchait comment réduire l'impact carbone déjà de l'activité de la ville, avant de regarder celle des habitants, en le regardant en même temps, on dira. Et l'idée a été de lancer un projet où on voulait tirer parti de la donnée pour aller plus vite dans cette réduction de consommation énergétique de nos bâtiments et la réduction de l'impact carbone. Un premier schéma directeur bâtimentaire nous a mené à près de 80 millions d'euros de 2018 pour arriver au décret tertiaire de moins 50%. Un rythme entre 1 et 2 millions de rénovations par an, en fait, ceci est absolument impossible. Et donc l'idée a été de dire, on va tirer parti de la donnée, on va voir comment l'intelligence artificielle peut augmenter finalement notre approche à la fois d'optimisation énergétique et de rénovation pour atteindre plus rapidement cet objectif que nous sommes fixés maintenant en 2030 avec un premier pas en 2026 à moins 20% sur une consommation moyenne de 24 à 25 gigawattheures pour vous donner la référence de dépenses énergétiques au-delà des 6-7 millions budgétaires. Et pour faire ça, en fait, on a passé un dialogue compétitif dans lequel Efficacity est un des membres du consortium qui a été retenu. Pour la partie rénovation, je vais y revenir. Et l'idée, c'est en fait à la fois de collecter les données temps réel de nos compteurs intelligents, de minimiser le nombre de capteurs nécessaires supplémentaires pour piloter ce qui se passe réellement dans la ville. Un des membres du consortium va nous aider en étudiant nos courbes de chauffe à faire une première optimisation sans investissement. C'est ce que j'appelle les 225 opérations livrées d'optimisation, qui sont des optimités, si on passe la plage suivante, qui sont des opérations assez simples, techniques, qu'on peut conduire dans la ville sans impacter le confort, mais qui permettent de mieux régler en fait nos travaux, notre façon de fonctionner. Donc là, on est dans un premier cycle. Ce cycle court terme, on a les optimisations, on a des changements de comportement. Notamment, on s'est rendu compte que lorsqu'on réservait des salles, il n'y avait aucun angle d'optimisation thermique sur la rénovation des salles. Et je donne deux exemples, vous comprendrez tout à fait. Une association va réserver 2 salles parce qu'elle n'est pas sûre du nombre de gens qui vont venir et au cas où, elle prend une deuxième salle qu'on va chauffer. Lorsqu'on a des réservations d'activités dans les gymnases le soir, on voit que chaque fois, l'activité est programmée jusqu'à l'heure de fermeture du gymnase, alors qu'en fait, peut-être, ça va s'arrêter à 21h ou 22h. Et donc, on sensibilise actuellement à la fois les présidents de clubs, d'associations et aussi ceux qui gèrent ces plannings pour tenir de cet élément thermique. Donc, optimisation, on va obtenir à peu près 9% de gains. Changement des usages et communication avec les acteurs de ces bâtiments, on pense avoir à peu près 5%. Et les 4, 5, 6% restants, c'est en fait le fait d'avoir des alertes temps réel où on pilote tous les matins ce qui s'est passé la veille et où l'équipe bâtiment plus les gardiens d'immeubles qu'on fait monter en compétence sur le sujet sont capables déjà de faire une première réaction, optimisation et mouvement. Ça, c'est la partie court terme. Et cette partie court terme, elle est liée à une partie long terme. Et on passe à la planche suivante.
Et cette partie long terme, en fait, on fait appel à un des outils qui a été évoqué tout à l'heure, qui s'appelle PowerDis, donc de la boîte à outils d'Efficacity, où en fait on va simuler thermiquement chacun des bâtiments, donc à l'échelle de la commune, on parle bien des 200 bâtiments, ce qui est quand même un effort important. On va simuler thermiquement ces bâtiments et on va modéliser en fait derrière l'ensemble des travaux qu'on veut faire. Donc là, vous avez deux exemples qui nous ont fait le plus, je dirais, travailler et travailler surtout les équipes d'Efficacity, parce que vous voyez le genre de géométrie qu'on peut trouver dans nos bâtiments, notamment celui d'en bas sur l'école des abeilles, et arriver à simuler et à recréer thermiquement cet immeuble, ben évidemment, ça demande un petit peu de travail. Donc, planche d'après, l'objectif, c'est effectivement d'avoir cette maquette numérique thermique finalement du bâtiment, avec des erreurs que l'on voit ici qui doivent être moins de 10%, si possible moins de 5%. Et à partir de là, planche suivante, on est capable pour chacun des bâtiments de modéliser les travaux de rénovation qu'on veut faire, de regarder pour chaque action de rénovation à la fois son coût. Tout à l'heure, Michel Sermanet rappelait les acteurs qui font partie du consortium, et notamment les coûts ont été validés avec des ingénieristes du consortium, mais aussi avec nos pratiques d'appel d'offres à la ville, pour qu'on ait quand même des coûts réalistes et pas des coûts, je dirais, d'un livre. On regarde ensuite quel est le retour sur investissement et quelle est, je dirais, l'efficacité de l'euro investi. Là, on voit 4 actions pour ce gymnase Louison Bobet, avec le changement de chaudière, double flux, bon. Et on voit déjà immédiatement des choses qui paraissent tout à fait plus favorables à faire en termes d'économie, je dirais, d'investissement par rapport à l'efficacité. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, planche suivante, c'est bien, mais quand on va parler d'un programme à l'échelle, c'est-à-dire de 200 bâtiments, qu'on va regarder sur chacun des bâtiments, non pas une action de rénovation, mais peut-être 2, 3, 4, et ensuite des combinaisons de ces actions de rénovation, en fait, on va produire plus de 2000 simulations, 2000 simulations de rénovation de travaux. Et ce que l'on regarde au niveau de la ville, c'est on a un plan pluriannuel d'investissement sur 6 ans. Donc, on se dit combien on peut mettre chaque année pour ces rénovations. De l'autre côté, on a les 2000 simulations. Et l'objectif, c'est de dire quel est finalement le chemin le plus malin pour combiner ces rénovations dans le temps pluriannuel d'investissement que nous donnons de 6 ans pour atteindre les 50% recherchés en minimisant l'investissement. Tout à l'heure, j'évoquais 80 millions de 2018 qui était le schéma directeur initial. Aujourd'hui, les premiers résultats, mais qui sont tout à fait partiels et qu'on va bien sûr continuer à retravailler lorsqu'on aura l'ensemble des simulations, puisque je vais commenter la planche qui est là, c'est le résultat aujourd'hui sur un 31 premiers bâtiments, et on voit là qu'on obtenait une réduction de 43% pour 18 millions. Donc ça veut dire qu'on est vraiment sur la trajectoire. Les résultats que vous voyez là, c'est en fait le résultat d'une intelligence artificielle qui est une amélioration de calcul mathématique sous contrainte avec une magnifique équation que je vous laisse lire en haut à droite. Hein. Personne ne devra essayer de démontrer la fonction inverse, je vous le promets. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on applique cette équation sur les 2000 simulations et en fait, l'outil optimise, je dirais, en minimisant l'investissement, l'ensemble et le choix de travaux qu'on doit faire sur les 6 ans. Alors là, c'était un cas sur 10 ans. Et là, nous sommes en train actuellement de complexifier, je dirais, les contraintes vis-à-vis de cet outil, puisqu'on va commencer déjà à regarder la réalité des travaux, puisqu'on est à l'échelle. Bien évidemment, une première évidence, par exemple, c'est qu'on ne va pas rénover les écoles pendant qu'il y a la classe. On ne va pas fermer tous les gymnases en même temps. Donc, on a des contraintes déjà d'agenda. On a des contraintes politiques, parce que certains élus vont dire non, là, on ne peut pas toucher à ça, parce que, par exemple, il y a une programmation culturelle à cette période, il n'est pas question de le faire. Bref, on va rentrer l'ensemble de ces contraintes et on va tomber cette fois-ci sur des résultats tout à fait réalistes d'exécution à partir de cette optimisation faite par l'intelligence artificielle. Donc, bien sûr, la réduction massive se fait par les rénovations, mais l'optimisation et la recherche permanente en faisant le couplage du court terme et du long terme de cette intelligence artificielle nous conduit surtout à minimiser le montant d'investissement pour faire ces travaux
par rapport, je dirais, à une technique un peu brute qui consiste à dire je regarde les plus énergivores et puis je progresse. Alors, pour terminer cette présentation, planche suivante, dans ce projet, comme nous avons été lauréats du démonstrateur d'intelligence artificielle frugale des territoires porté par la Banque des Territoires et France 2030, il y avait aussi un enjeu de réplicabilité. Et en fait, dans le projet, on se pose aussi la question de dire est-ce que l'intelligence artificielle, donc pas celle dont on vient de parler, mais une autre, serait capable, dans des cas simples, à partir des courbes de chauffe de bâtiments et de quelques éléments géométriques caractéristiques, serait-on capable d'intuiter les rénovations à devoir faire? Donc, plage suivante. Donc, vous comprenez que dans notre projet, on fait le schéma de bas, en bas, c'est-à-dire on fait des audits énergétiques qui nous permettent de faire des optimisations, on modélise les bâtiments et derrière on fait de simulation. Donc je dirais on le fait de façon exhaustive, avec le temps qu'il faut, et on aura un résultat certain. Donc la question qu'on se pose, c'est si on prend des données basiques et avec une intelligence artificielle dite de clustering, le modèle utilisé c'est du DBSCAN, est-ce qu'on est capable d'intuiter ces travaux, je dirais dans des cas moyens, et qui pourrait être appliqué aussi dans des petites villes où il y a une dizaine de bâtiments et où, quelque part, on ne peut pas avoir la capacité à simuler l'ensemble des bâtiments et prendre ce temps-là. Page suivante. Donc, les premiers résultats qu'on a obtenus cet été, et comment on lit ce graphique, en fait, on voit que l'ensemble des bâtiments, on était sur 36 bâtiments, ont une dynamique qui se regroupe par famille. Alors, c'est des familles de comportement thermique, hein, ce n'est pas des familles de fonctionnels, c'est-à-dire que ce n'est pas d'un côté les écoles, de la gymnase et le troisième groupe des bureaux, c'est vraiment le comportement fonctionnel. On voit aussi qu'il y a certains qui sont un peu plus erratiques et qu'on ne va pas arriver à positionner. Mais, page suivante, le premier résultat montre qu'on a quand même 4 groupes qui ressortent suite à cette première analyse, encore une fois, intuitive par l'IA à partir des courbes de chauffe et à partir des caractéristiques grossières du bâtiment, surface, volume, taux de vitrage. On voit par exemple en haut à droite un groupe de 10 bâtiments sur lesquels la rénovation par la mur intérieure apparaît comme la première action à faire à 90%. Celui en bas à droite où dans l'isolation par la toiture apparaît évident à 100%, etc. Donc l'intérêt de cette partie d'intelligence artificielle, c'est qu'elle a été développée en open source, elle peut être partagée dans l'ensemble des collectivités, petites collectivités ou des bâtiments standards, et elle vient en complément de la simulation thermique PowerDis dont on vient de parler, qui effectivement s'applique sur des géographies plus complexes et surtout dans l'exhaustivité et la certitude des résultats obtenus. Donc, par rapport à ce qu'on évoquait, adaptation et surtout, dans un premier temps, comme le disait Michel, avant de s'adapter, il faut effectivement continuer à essayer de réduire notre impact. On a fait et on a lancé ce projet maintenant depuis 18 mois. Les premiers projets et les premiers résultats semblent nous dire que notre trajectoire est la bonne et on entame avec l'équipe en charge de cette dynamique des DIAT au sein de la Banque des Territoires un échange qui est en cours avec un certain nombre de collectivités et de PL qui sont intéressés pour répliquer tout ou partie de ce projet, puisque c'est l'objectif effectivement de ces démonstrateurs, c'est de les répliquer pour pouvoir massifier ces actions de rénovation. Merci beaucoup et merci à tous les intervenants de cette première table ronde. Alors, les sujets sont passionnants, mais le temps passe très vite. Donc, je vais tout de suite inviter à me rejoindre sur scène les intervenants. La deuxième table ronde, donc on quitte les sujets énergie-carbone pour aborder plus précisément ceux de résilience, avec notamment 2 interventions. Une intervention de Clément Dio, que j'invite à me rejoindre sur scène pour qui est l'innovation de la Société du Canal de Provence, et une intervention de Roxane Guérin, qui est, elle, à distance également, chef de projet résilience à CDC Habitat. Pour commencer avec vous, Roxane, vous allez nous parler du diagnostic de performance résilience sur l'immobilier. Donc, CDC Habitat, c'est plus de 500 000 logements, des bâtiments qui sont très hétérogènes, situés partout en France et sur tous les territoires. Comment est-ce qu'on aborde la résilience de ce patrimoine ? Oui, bonjour à tous. Pour ça, je vais vous parler de notre plan d'adaptation.
Donc tout d'abord, comme vous le disiez, on a donc plus de 500 000 logements. Donc l'adaptation au changement climatique représente un défi important pour nous, avec de nombreux enjeux. Donc tout d'abord, celui de garantir la sécurité de nos locataires. On loge aujourd'hui plus d'1,5 million de personnes. Ensuite, c'est également d'assurer donc leur confort. Puis la sécurité et le confort sont étroitement liés avec la santé de nos locataires. On a par exemple donc Santé publique France qui reconnaît les fortes chaleurs comme un véritable enjeu de santé publique. Et enfin, dernier enjeu, c'est d'assurer l'équilibre financier dans la gestion de notre patrimoine. Donc ça coûte plus cher de réparer et les assureurs sont de plus en plus regardants sur le sujet de l'adaptation. Donc tous ces enjeux nous amènent à nous poser plusieurs questions. Vous pouvez passer à la diapositive suivante. Merci. Tout d'abord, comment est-ce qu'on évalue la vulnérabilité de notre patrimoine face aux aléas climatiques, actuels et puis futurs? Est-ce que nos bâtiments sont adaptés? Et sinon, quels sont les travaux à prévoir? Et ensuite, quelles sont les préconisations qu'on peut directement intégrer dans nos référentiels de construction, dans le neuf? Et enfin, où construire? Donc, pour répondre à votre question, je vais vous présenter le plan d'adaptation. Donc, il a été lancé il y a plusieurs années. Donc, il repose sur une méthodologie d'évaluation des risques climatiques, donc adaptée au parc résidentiel. Et il a été construit avec l'aide du bureau d'études spécialisé Résilience. Donc, cette méthodologie, elle est déclinée sur 3 niveaux d'analyse. Le premier, il consiste à faire le calcul de l'exposition des communes aux aléas climatiques à horizon 2050. 100% de nos actifs peuvent bénéficier d'un score d'exposition par aléa. Ensuite, on a un deuxième niveau d'analyse qui consiste à réaliser le calcul de risque, donc à l'échelle de l'actif cette fois-ci. Et donc, ce calcul, on l'appelle calcul de criticité. Et enfin, le troisième niveau d'analyse, il est également réalisé à l'échelle de l'actif et il est effectué à partir d'une analyse terrain qui est appelée diagnostic de performance résilience ou DPR. Donc, je vais rentrer rapidement dans ces 3 niveaux d'analyse. Donc, le premier avec le score d'exposition. Donc, il exprime l'évolution de l'intensité et de l'occurrence des aléas climatiques à horizon 2050. Ce score, il est calculé sur le territoire français à l'échelle de la commune et il est calculé pour 11 aléas climatiques selon 2 scénarios du GIEC, donc le RCP 4.5 qui correspond donc à la stabilisation des émissions et le RCP 8.5 donc qui correspond à une croissance continue des émissions. Donc le groupe a retenu pour sa stratégie uniquement le scénario 8.5 qui est donc le plus pessimiste mais aussi le plus réaliste au vu de la trajectoire actuelle. Donc pour la caractérisation de certains aléas complexes comme inondation, sécheresse ou recul du trait de côte, Résilience a développé des indicateurs spécifiques nouveaux. Et pour permettre donc la comparaison entre aléas, il a été nécessaire de procéder à une discrétisation des valeurs pour chaque commune. Donc ainsi, pour chaque aléa, on obtient un score d'exposition sur 5, allant de 1 très faiblement exposé à 5 très fortement exposé. Et donc ce travail de cartographie, il nous permet d'identifier l'exposition de notre patrimoine immobilier, mais également d'identifier les territoires fragiles sur lesquels il peut être risqué d'investir. Donc c'est un véritable outil d'aide à la décision. Le deuxième niveau, c'est le score de criticité. Donc le score de criticité de l'ensemble immobilier, donc de l'EI, il combine le score d'exposition qu'on vient de voir et le score de vulnérabilité. Donc le score de vulnérabilité, donc pour faire cela, le bâtiment et ses extérieurs est découpé en sous-systèmes et en composants. Et ensuite, chaque composant se voit attribuer un score d'impact, donc vis-à-vis d'un aléa donné, et des différentes fonctions que doit assurer un ensemble immobilier, donc la sécurité, le confort, les différents usages. Et donc, on retrouve tous ces différents scores d'impact dans ce qu'on appelle une matrice de vulnérabilité. Et une pondération, elle est ensuite faite entre les scores d'impact des différents composants pour avoir le score de vulnérabilité pour chaque aléa. Donc, le score de vulnérabilité, il nécessite la récupération de données techniques spécifiques à chaque ensemble immobilier. Et donc, pour ça, on exploite une base de données en interne dès la mise en exploitation de l'actif. Donc, en résumé, le score de criticité, vous pouvez passer, c'est donc notre score d'exposition multiplié par notre score de vulnérabilité.
Et donc, il est normalisé pour obtenir une note entre 0 et 10 pour chacun des 11 aléas. Donc, enfin, au regard de la criticité de l'ensemble immobilier, on peut décider de déclencher ce qu'on appelle un DPR, un diagnostic de performance résilience. Donc, cet outil, à partir d'une visite de terrain, il permet de noter le niveau de résilience d'un actif. Et en fonction des résultats, il propose des adaptations chiffrées. Donc, ces actions, elles peuvent être de l'ordre des travaux, mais également de l'entretien, de la maintenance ou bien organisationnel. Et donc, comme pour un DPE, on obtient un résultat allant de A à G, ici de A résilient à G vulnérable. Et donc, le DPR, il prend en compte le bâtiment avec ses espaces extérieurs, ses parties communes, les logements, mais aussi l'environnement immédiat dans lequel se trouve l'ensemble immobilier. Le DPR, il se déroule en 3 étapes. Je vais passer à la diapositive suivante. Merci. Bon, c'est pas grave. Il se déroule en 3 étapes avec la préparation de la visite de site, donc en analysant les différents plans et en regardant à quels aléas l'ensemble immobilier est soumis, la visite de site et la réalisation du rapport DPR, donc avec les préconisations et le chiffrage. Donc, il faut compter environ 2 mois pour réaliser un DPR et environ 3 000 €, mais le prix dépend beaucoup donc, du nombre de logements de l'ensemble immobilier. Donc, je vais vous présenter un exemple de bilan DPR. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, parfait. On retrouve donc différentes caractéristiques de l'ensemble immobilier. On retrouve les aléas qui sont retenus pour analyse. Donc, c'est en général ceux avec les scores de criticité les plus élevés. Donc, ici, on a par exemple vague de chaleur, inondation et tempête. Et pour chaque aléa traité, on a une note de résilience. Et on trouve également une note globale. Sur la diapositive suivante, vous pouvez voir des observations qui ont été faites par le bureau d'études lors de la visite de terrain. Ensuite, on peut trouver le chiffrage des préconisations avec l'évolution des notes. Donc, si ces préconisations, elles sont mises en œuvre. Et donc là, on a le chiffrage par le technique. Et ensuite, donc, vous pouvez voir la liste des préconisations avec à chaque fois les aléas auxquels elles répondent. Donc, vous en avez pour l'inondation, la tempête et les vagues de chaleur. Donc, aujourd'hui, il y a 160 DPR qui ont été réalisés au niveau du groupe. L'objectif, donc, c'est de traiter les 10% de notre parc le plus à risque, ce qui représente environ 500 DPR à réaliser, donc sur une durée de 4 ans, donc de 2024 à 2027. Et donc aujourd'hui, on est en train d'analyser les DPR de 2024. Donc le but, c'est de pouvoir arbitrer avec la direction générale et notre direction interrégionale sur les préconisations à mettre en œuvre et donc à intégrer dans nos budgets travaux. Donc ce travail, il concerne le patrimoine existant. Et donc en parallèle, en s'appuyant sur les résultats des DPR de 2024, ça va être de pouvoir intégrer des préconisations directement dans le neuf. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation, effectivement, sur le diagnostic de performance résilience. Et ça nous permet de bien voir les enjeux qu'on a sur l'immobilier, à la fois en termes d'énergie carbone, avec l'intervention de Noisy-le-Grand, et de résilience par rapport au changement climatique, avec votre intervention sur le patrimoine de CDC Habitat. On va passer maintenant à un autre secteur, qui est celui de l'eau, avec la Société du Canal de Provence, et avec Clément Diot qui va nous parler effectivement de différents outils qui ont été développés, que ce soit pour l'adaptation des territoires ou l'adaptation de la culture et de l'irrigation. Oui, bonjour à tous. Donc oui, je vais déjà revenir sur ce qu'est le canal de Provence. Donc en fait, on est une société d'économie mixte et aménageur régional. Donc là, vous voyez à l'écran en fait nos 5 métiers. Donc le premier, effectivement, c'est de faire des aménagements hydrauliques et le transport et distribution d'eau, hein, donc c'est des eaux de transfert. Mais aussi, en fait, est venu, c'est-à-dire on n'amène pas que l'eau, on a aussi tout un volet expertise, par exemple donc, dans les barrages, hein, pour ce qui concerne l'ingénierie et le conseil. Service et équipement, ça va être plus, par exemple, vous voyez, la vente de goutte à goutte, par exemple, pour les agriculteurs. Et enfin, le dernier métier, hein, là, la cinquième activité, c'est sur les énergies renouvelables. Et donc là, voilà, on est venu sur ce terrain, donc bien sûr pour l'hydroélectricité, mais aussi surtout pour ce qui concerne le photovoltaïque,
mais qui est lié à l'eau, bien sûr, donc le photovoltaïque flottant ou tout ce qui est ombrière de canal. Et donc, ces 5 métiers, ils peuvent être au service effectivement de la concession, puisqu'en fait, la région sud est l'autorité concédante du canal de Provence. Et donc, nous, on vient exploiter cet ouvrage au moins jusqu'à 2038. Après, on verra. La concession sera remise. Il y aura à nouveau un appel d'offres. Mais voilà, là, jusqu'à 2038, on exploite cette concession. Mais vous l'avez compris, en fait, nos métiers ne nous concernent pas forcément que cette concession en région sud. On peut vendre notre expertise, par exemple, sur les barrages ou sur le pilotage de l'irrigation à l'international. Donc, on intervient au Laos, au Cambodge, au Vietnam, dans les pays d'Amérique latine. Donc, on n'est pas que concessionnaire. Mais là, je voulais vous montrer à l'écran, en fait, effectivement, à quoi ressemblait la concession. Et donc le premier principe du canal, c'est simple, c'est comme un château d'eau. Donc vous avez de l'eau qui est prise au lac de Serponçon, donc vers Gap, là dans les Hautes-Alpes, de l'eau qui est prise aussi, il y a une majorité d'ailleurs avec le Verdon, donc avec le lac de Sainte-Croix, les gorges du Verdon, et on fait tout transiter cette eau par des canaux vers la Provence pour les besoins en eau de la Provence. Donc tout simplement, voilà, c'est vraiment cette image du château d'eau qu'il faut garder en tête. Voilà, et donc là sur l'écran vous voyez les portions pleines, c'est le canal en surface libre, et ce qui est en pointillé, c'est ce qui est sous terre. Ici c'est pour vous montrer rapidement la typologie des clients, en fait, des volumes distribués. Donc vous voyez, pour une première moitié, en fait, finalement c'est de l'eau brute que l'on vend. Nous on fait que du transfert d'eau brute, et que l'on vend aussi aux collectivités pour qui vont la potabiliser. Donc, par exemple, ça peut être la Régie d'eau du Pays d'Aix ou la Société des eaux de Marseille qui vont la potabiliser. Donc ça, c'est la première moitié. Et vous avez une autre moitié qui se divise en 3, avec bien sûr donc les agriculteurs pour l'irrigation, les particuliers, donc c'est ceux qui n'ont pas l'eau de la ville et qui sont directement reliés au canal, et enfin les industriels pour tout ce qui est process de refroidissement. Donc ça, contrairement des fois à ce qu'on peut penser, c'est pas forcément l'agriculture qui va peser le plus dans la consommation en eau. Donc prioritairement, vous le voyez, c'est l'eau brute que l'on transfère depuis les montagnes, sont à destination en fait des collectivités qui vont la potabiliser. Donc oui, voilà, maintenant je vais vous faire 2 focus en fait sur les innovations que l'on fait au canal de Provence pour l'adaptation au changement climatique. Donc il y en aura une première qui sera sur l'adaptation des territoires et une seconde sur l'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Donc là, vous voyez les différents métiers au canal de Provence sur cette diagonale de l'eau. Donc, vous pouvez voir, comme je vous l'ai expliqué, qu'on peut avoir les énergies renouvelables, tout ce qui est barrage, infrastructure de transfert, mais aussi, vous voyez, par exemple, parce qu'il y a en haut à gauche la gestion intégrée des ressources en eau et bassin versant. Donc ça, c'est vraiment sur un territoire d'être capable de faire des bilans hydriques pour comprendre, voilà, est-ce que finalement la demande en eau n'excède pas la capacité de cette ressource à se renouveler. Donc je vais faire 2 focus sur 2 de nos métiers. Donc adapter les territoires au changement climatique avec justement cette gestion GIR, là, comme on l'appelle. Voilà, donc le premier outil, c'est Hydroclim. Donc en fait, on va utiliser aussi, comme ça a été évoqué tout à l'heure là dans le précédent exposé, des données du GIEC, donc le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, et les bases de données WorldClim. Aussi les bases de données Explore 2, peut-être ça va parler à certains d'entre vous, qui sont les bases de données DRIAS là, pour la France métropolitaine. Donc en fait, on utilise des données qui sont massives, qu'on va ensuite combiner avec une équipe d'experts qui sait mouliner ces données, qui vont les traiter en fait en code Python, et ensuite à faire une restitution exploitable aux clients. Donc l'idée en fait, c'est que si vous voulez, c'est comme c'est des données massives, en fait, il faut être capable de pouvoir les rendre intelligibles pour le client, et c'est ça sur lequel notre outil vient l'intérêt de l'outil pour le client, c'est d'avoir une restitution exploitable. Donc là, vous avez, je suis allé trop vite, voilà, l'outil 1. Donc l'outil 1, il est sur effectivement d'estimer l'épisode de sécheresse grâce à l'historique des précipitations et débits des cours d'eau. Donc vous pouvez voir, là on se situe en fait en République dominicaine avec le fleuve Yaque del Sur. Et c'est en fait ça vous montre donc à gauche effectivement là les différentes précipitations.
Enfin, c'est des moyennes annuelles. Et à droite, vous avez la corrélation entre les pluies et les débits des cours d'eau. Donc vous pouvez voir effectivement que lorsqu'il pleut, effectivement le débit des cours d'eau augmente. Et en fait, ce qu'il faut comprendre dans cet outil, c'est que il y a beaucoup de mesures sol qui sont effectuées dans différents endroits du monde, mais qui sont souvent là, comme je l'ai indiqué sur la slide, qui ne sont pas en fait forcément très fiables et qui ne couvrent pas forcément bien tous les territoires. Et donc là, par ces données du GIEC, on s'est venu suppléer en fait à ces faiblesses de mesure au sol pour justement estimer ces débits de cours d'eau. Et en fait, on a pu voir, vous voyez, que dans les simulations, en fait, c'était bien corrélé entre ce que le GIEC avait effectivement fait dans ses projections et dans ses mesures et ce qu'on a pu réellement mesurer au sol. Donc ça veut dire qu'en fait, ces données sont quand même fiables et qu'elles peuvent permettre, dans des territoires où justement la donnée sol est très faible, de pouvoir faire ces modélisations. Donc ça, c'est sur l'outil 1. Et vous avez un deuxième outil, donc toujours Hydroclim, mais qui est une version, un outil 2, sur la balance hydrique, en fait, grâce aux projections de précipitations et températures. Donc on est toujours en République dominicaine, donc dans les Caraïbes, toujours dans le bassin versant là, du fleuve Yaque del Sur. Donc là, en fait, vous voyez, en fait, ils ont analysé déjà entre 1960 et 2018 les précipitations et températures. Et ensuite, on a fait des projections selon les scénarios du GIEC entre 2041 et 2060. Et là, vous pouvez voir en fait que dans la balance hydrique, il y aura un déficit qui est prévu dans un horizon là, futur sur cette période. Et donc ça peut aider en fait à renseigner des clients, donc surtout des collectivités, des aménageurs hydrauliques, etc., de comment en fait sur un territoire je peux anticiper la disponibilité de la ressource en eau. Et donc, vous voyez, donc, sur le tableau de droite, vous avez la demande en eau, qui peut être d'eau potable, d'eau industrielle, d'eau agricole, etc. Et l'offre, en fait, donc les eaux superficielles, les eaux souterraines, les eaux de transfert. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir les renseigner sur est-ce qu'il y aura adéquation entre cette offre en eau et cette demande en eau. Voilà, et en l'occurrence, sur cette île, effectivement, en République dominicaine, là, il y a de fortes chances qu'entre 2040 et 60, ça soit problématique. Et donc, il faut que dès maintenant, les aménageurs et les décideurs publics puissent prendre les dispositions pour faire face à cette future pénurie. Donc ça, c'était sur l'échelle plutôt, vous voyez, donc du bassin versant et territorial. Et maintenant, je vais passer à l'échelle plus de la parcelle et donc d'adapter l'agriculture au changement climatique. Donc, vous voyez, en fait, il y a deux manières, on va dire, de gérer l'eau agricole. On va dire, il y a une première manière, c'est la gestion stratégique. Donc là, on est plutôt sur entre années. Donc vous voyez, en fait, c'est la gestion de l'eau, par exemple, de 2030, là, en l'occurrence, jusqu'à 2060 sur mon petit schéma. Donc l'idée, c'est de se dire quelles sont les cultures, les pratiques culturelles et les infrastructures liées à l'irrigation qu'on va mettre en place en fonction de comment l'eau, sa disponibilité va évoluer. Donc ça peut permettre, vous voyez, de mieux dimensionner les aménagements hydro-agricoles ou de mieux, pareil, équilibrer cette balance offre en eau, demande en eau. Après, vous avez la gestion tactique. Donc là, on est plus à l'échelle de la parcelle agricole. Donc il est vraiment important on est à la Banque des Territoires. C'est vraiment important de jongler sur cette notion d'échelle, entre échelle territoriale et là, échelle vraiment plus locale. Donc sur cette gestion tactique, vous voyez que là, c'est plutôt sur les mois secs de l'année. Et donc l'idée, c'est de pouvoir aider l'agriculteur à piloter son eau dans les mois les plus secs de l'année. Donc là, on est vraiment sur du pilotage fin de l'irrigation à la parcelle. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête pour voir que lorsqu'on va piloter l'irrigation, l'eau, en tout cas usage agricole, on va s'appuyer sur différents types de données. Donc vous avez les données satellites, la télédétection, et vous avez les données capteurs in situ, donc les données qui sont au sol, terrain, ou données météo, mais en tout cas qui sont issues de capteurs. Et ce qu'on va appeler une des fameuses vérités terrain. Donc, c'est-à-dire qu'on va mesurer le stress hydrique des cultures à part différents types de capteurs. Et on saura en fait effectivement si la culture est en souffrance, en stress hydrique ou non. Et donc après, vous rajoutez donc les deux types de gestion dont je viens vous parler. Donc la première, qui vont en fait consister finalement à mieux connaître les usages, c'est-à-dire comprendre où vont nos mètres cubes et pour quel type de culture. Et pareil aussi anticiper l'adéquation besoin-ressources pour que le bilan hydrique soit équilibré. Donc ça, c'est sur cette gestion stratégique à l'échelle territoriale. Et après, vous avez cette gestion tactique de l'eau, donc là à la parcelle, où là, c'est vraiment d'accompagner l'agriculteur sur le savoir quand, où et combien irriguer sur sa parcelle agricole. Et même de l'aider en fait à anticiper combien en fait sa culture aura de besoin en eau. Donc vous voyez l'idée, moi je vais faire un focus là sur le mieux piloter l'irrigation.
Donc vous voyez, je l'ai mis en rouge sur cette gestion tactique de l'eau. Donc très rapidement, la première, c'est d'optimiser les trajectoires hydriques à la parcelle. Donc là, vous voyez, en fait, on a suivi un client. Donc vous voyez, on a représenté un petit schéma là où il y a l'agriculteur avec son smartphone à côté de sa parcelle. Il y a différents outils dans la parcelle agricole, différents capteurs. Donc en fait, le client, vous voyez la modalité client. Donc ce que vous voyez dans le graphique, en orange, c'est la modalité SCP, en jaune, la modalité client. Et les petites courbes, c'est le confort hydrique de la culture. Donc en l'occurrence, c'est de la vigne pour du rosé de Provence. Et donc vous pouvez voir que là, lorsque le client, il a irrigué 3 fois, le 8 juillet, le 21 juillet et le 3 août, alors que nous, on lui a conseillé d'irriguer une seule fois en un apport, le 16 juillet. Et en fait, ça a permis, en irriguant au bon moment, grâce à notre suivi agronomique, en fait, que le stress hydrique de la vigne, enfin le confort hydrique ne s'effondre pas ensuite. Vous voyez que la courbe jaune du client, elle descend, alors que nous, bien sûr, ça n'a pas remonté, hein, mais en tout cas, ça a permis de stabiliser ce confort hydrique, parce qu'en fait, ce qui est déterminant, c'est le moment clé d'irrigation. Donc voilà, là, c'est un premier exemple du suivi agronomique et du conseil qu'on peut faire grâce à des outils terrain pour le pilotage de l'irrigation. Et un second, et c'est là aussi va résider l'innovation, c'est le prévoir quand, où et combien irriguer sur la parcelle agricole. Donc là, en fait, vous voyez, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport aux données. Vous avez des vérités terrain qui sont issues de différents projets que l'on a en interne au Canal de Provence. Donc vous voyez, par exemple, les 2 premiers hydrosés, c'est sur le vin rosé de Provence. Et apéro, le petit jeu de mots, c'est sur les oléagineux, donc sur tout ce qui est olives, amandes et pistaches, aussi en Provence. Donc, on a des vérités terrain qui nous renseignent sur le stress hydrique de ces cultures de vignes et d'oléagineux. On les combine à la télédétection, donc les images satellites. Et en fait, l'idée, c'est que via un modèle d'intelligence artificielle, à la fin, le modèle aura appris de toutes ces vérités terrain et pourra, sur la seule base d'une image satellite, renseigner un irrigant sur quand, où et combien irriguer sur sa parcelle agricole. Et donc, on innove rarement seul, donc on s'accompagne de partenaires, une entreprise pour l'intelligence artificielle, un laboratoire là, pour tout ce qui est expertise en télédétection, et donc d'avoir vraiment cette caution scientifique. Et donc, vous voyez que vraiment, voilà, l'idée demain, c'est de faire un outil d'aide à la décision, un OAD, qui pourra renseigner l'irrigant sur le stress hydrique des cultures. Et grâce à son apprentissage des différents stress hydriques des cultures méditerranéennes, donc en l'occurrence l'arboriculture et la vigne, eh bien, il pourra aider au pilotage fin de l'irrigation et donc faire des économies d'eau. Et donc, bien sûr, assurer la résilience des territoires. Il y a déjà des bons résultats qui sont sur les grandes cultures, mais nous, notre spécificité au Canal de Provence, c'est qu'on est vraiment sur des cultures méditerranéennes, donc des cultures plus difficiles à interpréter au niveau du signal satellitaire, des images satellites. Et donc c'est bien là tout l'enjeu d'arriver à calibrer ce modèle sur ces cultures méditerranéennes. Voilà, et enfin j'en termine, il me reste deux diapos à vous montrer. Donc sur les réseaux d'eau intelligents, donc on a un projet justement qui s'appelle Réseau d'eau intelligent multi-usage. Là, ça vous remontre tous nos métiers le long de cette diagonale de l'eau. Et donc l'idée, vous voyez, c'est de pouvoir faire un réseau d'eau intelligent qui permettra donc de s'adapter au changement climatique, de s'appuyer en fait, pour s'adapter au changement climatique via tous les outils d'intelligence artificielle et d'objets connectés, pour en fait effectivement mieux, on va dire, concevoir des réseaux d'eau qui seront plus adaptés en fait au changement climatique et in fine de permettre des économies d'eau. Et enfin d'améliorer notre relation client, puisque vous le savez, grâce à la data, on va réussir en fait à mieux servir nos clients et à être plus efficace, à que ça leur permette en fait de mieux eux gérer leur quotidien. Et donc tout ça, en fait, ça se matérialise via une plateforme de données cloud là, qui est en fait comme une API, si vous voulez. Donc ça, c'est central, c'est cette plateforme à laquelle vient se greffer en fait, par exemple, sur le canal là, des compteurs communicants, donc ce qui va mesurer les mètres cubes, donc qui sont consommés par nos différents types de clients. Ensuite, on y a aussi ajouté pour nos clients agricoles une nouvelle prise d'irrigation connectée. Donc vous l'avez compris, tout ça, ça participe de l'IoT, du big data et des objets connectés et de la mise en réseau. Des données donc de notre système d'information à la SCP. Donc tout ça vient nourrir en fait la plateforme de données cloud. On y rajoute aussi, vous voyez, des données météo qui sont matérialisées là en haut.
Et à la fin, à la sortie de tout ça, ça va améliorer le service client. Donc un peu, vous savez aussi comme EDF qui vous fait en fait une consommation d'électricité, là vous aurez en fait une consommation en eau et qui va renseigner en fait pour vous dire aux clients, selon votre profil, vous devriez vous situer plutôt dans cette moyenne. Et si vous êtes au-dessus ou en dessous, ça vous permettra de mieux vous situer. Service au territoire, donc là c'est typiquement lié aux agriculteurs plutôt, donc pareil de les renseigner via notamment voyez la prise d'irrigation connectée, on va être mieux en capacité de comprendre la consommation en eau agricole et de pouvoir renseigner vraiment de comprendre ok ces mètres cubes là ont été utilisés comment, à quel moment et pour quel usage, quel type de culture. Et donc c'est ça qu'on va faire remonter dans les services au territoire. Et enfin, la dernière, c'est ce que je viens aussi de vous expliquer avec le cas d'usage, c'était tout le volet intelligence artificielle. Aujourd'hui, voilà, il y a vraiment un enjeu autour de cette data. Si on a de la data, c'est bien, mais ensuite savoir l'exploiter, c'est mieux. Et donc, voilà, on a bon espoir que via toutes les données que l'on a au canal et plusieurs types de modélisation via de l'intelligence artificielle, on pourra aller vers une meilleure prospective de la gestion de la ressource en eau. Et voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Merci beaucoup, effectivement. Merci pour toutes ces présentations qui sont assez stimulantes sur tous les différents usages de la donnée. Moi, j'en retiens quelques éléments en synthèse. D'abord, l'importance de disposer de données de qualité, que ce soit des données mondiales. On a beaucoup parlé des données produites par le GIEC ou nationales, des données satellitaires qui sont disponibles, et de coupler ces informations avec des données plus locales issues de capteurs de diagnostic de performance énergétique qui vont être du coup un petit peu plus compliqués à mettre en œuvre, mais qui peuvent permettre de créer des modèles. Et ensuite, sur la phase modèle, l'importance de gérer ces données de masse. C'est gérer ces données de masse, de simuler. Alors, on n'a pas eu le temps d'aller dans le détail, mais quand on parlait des différents diagnostics qui étaient faits sur le patrimoine, ça permet de modéliser, de comparer des milliers de scénarios d'interventions différentes. Donc, on est vraiment sur ces données de masse et sur ces comparaisons de masse. Troisième élément, enfin, c'est d'agir à la fois, et on l'a vu sur toutes les interventions, sur la phase de travaux, mais aussi sur le comportement. Et la donnée peut aider, comme là, c'est le cas sur le fait d'informer le consommateur sur son niveau de consommation, à agir sur les comportements pour les infléchir et avoir à la fois une trajectoire de long terme d'adaptation, mais aussi des gains de court terme qui soient plus rapides, plus efficaces en agissant sur cette part comportementale. Et enfin, on le voit en conclusion, l'intelligence artificielle et les modèles apprenants qui peuvent effectivement nous apporter encore quelque chose de nouveau, plus d'efficacité dans la mise en œuvre de ces dispositifs. Alors, on va enchaîner à 10h45 pour ceux qui souhaitent rester connectés avec un atelier d'innovation collective où vous allez pouvoir vous exprimer sur ces différents besoins, sur ces différents outils et on va pouvoir du coup travailler ensemble sur ces idées, que ça soit à distance ou que ça soit en présentiel. Donc si vous le souhaitez, restez connectés. On va faire une petite pause jusqu'à 10h45 pour répondre à deux questions. Quels sont les besoins des collectivités et comment les entreprises publiques locales, puisqu'on a entendu beaucoup de sociétés d'économie mixte aujourd'hui, c'est le cas de la Société locale de Provence, c'était aussi le cas d'Opidea à Toulouse, comment les EPL peuvent répondre à ces besoins. Pour ceux qui nous quittent maintenant, je rappelle quelques prochaines dates au Hub des territoires. Cet après-midi, il y a le Réseau national des foncières de redynamisation. Le 13 mai, il y aura le Printemps des territoires, qui est un événement global organisé par la Banque des territoires. Et le 4 juin, deux événements plus particuliers au Hub. Le lancement du Réseau national des EPL d'énergie renouvelable, donc notamment SEMENR et SPLENR. Et le 4 juin également, le prochain rendez-vous de l'innovation où on reviendra sur des retours d'expérience en matière d'adaptation au changement climatique. Voilà, merci beaucoup. Merci encore une fois à tous les intervenants. Et on se retrouve dans 7 minutes maintenant pour l'atelier d'innovation collective. Merci à tous.